et aussi remercier tous les trois d'avoir tenu les délais. C'est bien, nous allons essayer de faire pareil avec la table ronde. La première table ronde, c'est une véritable gageure, puisque le thème en est le travail, qu'il y a 5 intervenants autour de moi, et que nous avons 1h25. Très précisément. Nous allons donc essayer de quand même de dire le maximum de choses, et je peux déjà penser que nous aurons envie de nous retrouver sur le sujet. Le travail, c'est une question c'est un sujet qui en soi-même, par le mot, est polémique. Chacun y voit des choses très différentes. C'est l'équivalent de la classe ouvrière dans l'opposition au travail capital, mais c'est le premier terme d'un triptyque travail, famille, patrie qui a beaucoup divisé le pays. C'est une version émancipatrice, bien évidemment, chacun en conviendra, sortir du servage comme à la russe ou de l'esclavage et accéder à une activité rémunérée, c'est une forme d'émancipation. C'est aussi un terme qui est utilisé pour l'accès des femmes à l'égalité. On ne considère pas que ce soit jouable sans l'accès à une activité et à un travail rémunéré, et en même temps le travail serait aliénant. Bref, c'est à l'infini qu'on pourrait en décliner les variantes et les termes très opposés. C'est pourtant incontournable dans nos vies, mais en même temps on nous promet aujourd'hui sa transformation complète, sa libéralisation complète, sa fin même. Il semblerait que d'aucuns veuillent parler de la fin du travail. C'est donc en 1h25 et avec nos 5 intervenants ce que nous allons essayer d'aborder. Pour aller plus loin dans le sens politique de notre table ronde, je vais tout de suite donner la parole à Laurent Baumel, membre du Parti Socialiste et député de la 4e circonscription. Ancien député, oui, j'allais dire, de 2012 à 2017, mais bon, alors j'ai été, voilà, de 2012 à 2017, de la 4e circonscription de l'Indre-et-Loire. Voilà, et donc je ne vais pas aller plus avant. Et il a fait partie de ces parlementaires dits frondeurs. Je ne sais pas s'il aimait tout à fait ce titre, mais enfin ça vous situera. Et il est un des animateurs du courant de pensée qui anime la gauche du Parti Socialiste. Merci Catherine, merci aux organisateurs de ce colloque. Je suis effectivement particulièrement sensible à la signification de cette initiative, étant moi-même aujourd'hui un représentant de la tendance d'Emmanuel Morel au Bureau national du Parti Socialiste, mais ayant été dans ma jeunesse un membre actif d'un courant qui s'appelait à l'époque Socialisme et République, avant de devenir le mouvement des citoyens. Et je dois dire que mon passage par ce qu'on pourrait appeler au football un club formateur m'a donné un certain nombre de références intellectuelles qui me servent encore aujourd'hui dans ma façon d'appréhender un certain nombre de problèmes, notamment d'ailleurs les questions européennes. Alors, bon, ce n'est pas des questions européennes dont il est question dans cette première table ronde, mais du travail. Il y a, je pense, deux façons peut-être d'entrer dans cette discussion dans le temps restreint qui nous est imparti. La première, c'est de dire quelques mots du débat assez fondamental ou assez radical sur la place même du travail et de voir ce que nous pensons de cette hypothèse en effet de la fin du travail. Et puis il y a la deuxième discussion qu'on peut avoir sur la régulation du travail, c'est-à-dire faire le point sur savoir où on en est du rapport capital-travail aujourd'hui. Alors sur le premier sujet, c'est un sujet qui, la fin du travail, est revenu en partie à l'ordre du jour parce que le candidat à l'élection présidentielle que moi j'ai soutenu, et d'autres ici je pense ont soutenu, c'est-à-dire Benoît Hamon, en a fait l'axe central de sa nouvelle équation politique. Alors c'est une question qui était déjà apparue dans le débat de la gauche, je pense au milieu des années 90, si ma mémoire est bonne, quand Jérémy Rifkin avait écrit un livre qui avait eu l'honneur d'être préfacé par Michel Rocard, ou l'inverse, je ne sais pas, et que du coup, tous les socialistes à l'époque s'étaient mis, enfin tous les gens de gauche, s'étaient mis à faire des gammes autour de la variation, autour de ce thème, la fin du travail. Je me souviens même que Aquilino Morel, qui était la plume de Lionel Jospin, s'était senti obligé d'introduire ça dans le discours de Lionel Jospin en 1997 à La Rochelle. Et Jospin avait rappelé son attachement, notre attachement collectif à l'époque, parce qu'on était ensemble,
à la société du travail. C'est un débat qui avait déjà existé au milieu des années 90, qui avait été en fait assez vite refermé parce que précisément à cette époque on avait créé des emplois, on avait recréé des emplois, bon, et qui revient un peu grâce ou à cause, je ne sais pas, du choix de Benoît d'en faire un sujet. Alors, personnellement, je n'ai pas changé de point de vue sur ce sujet depuis la période des années 90, et je formulerai ma thèse en 5 points rapides. D'abord, j'admets comme une réalité possible, probable, l'hypothèse qu'il y ait aujourd'hui une destruction nette d'emplois liée à la robotisation ou à l'évolution, disons, des technologies. Et l'hypothèse corrélative, pour prendre le langage des économistes, que le déversement à la solie ne soit plus tout à fait aussi possible qu'il l'a été dans le passé entre l'agriculture et l'industrie. Deuxièmement, je vois bien, comme beaucoup, la montée dans les nouvelles générations d'un certain détachement par rapport à l'idée de carrière professionnelle, d'un certain détachement affectif par rapport à la question du travail, notamment dans les couches populaires et moyennes qui n'ont pas forcément des jobs extraordinairement valorisés. Troisièmement, je dirais, pour autant, je continue de penser que le travail, ou en tout cas la détention d'un emploi, est un facteur d'identité sociale tout à fait fondamental. D'une part parce que chacune d'entre nous a besoin de se sentir utile à la collectivité, et que le fait de travailler d'une manière ou d'une autre dans l'économie, de faire partie de ce processus est une façon de se sentir utile. Et d'autre part parce qu'il existera toujours, même dans une société où le travail s'est un peu raréfié, des gens qui travaillent beaucoup. Et que donc il y a dans cette idée d'une raréfication du travail aussi l'idée d'une dualité, et donc l'idée d'une inégalité nouvelle, et qu'à partir du moment où il y a de l'inégalité, il y a de l'identité. Donc c'est extrêmement important de réaffirmer de ce point de vue l'attachement à la société du travail. Quatrièmement, d'un point de vue plus stratégique, et je ne fais qu'énoncer l'idée, je pense que la gauche s'égare si elle est assimilée par l'opinion publique au parti de l'assistanat. Il y a quelque chose d'extrêmement important du point de vue des couches populaires et moyennes que nous voulons reconquérir, à paraître être. Ce qui veut dire par rapport aux thèses, par exemple, de notre camarade Benoît Hamon, moi je pense qu'il a tort de mettre la question du revenu universel au centre, et qu'il ferait mieux de parler de la nécessité de subventionner publiquement et massivement l'économie sociale et solidaire. C'est une autre façon d'aborder le problème, mais en restant dans le paradigme de la société du travail. Bien sûr, ça suppose au passage d'assumer l'extension des secteurs du secteur public, ce n'est pas très à la mode, et ce qui est plus congruent avec la lutte contre le libéralisme économique que nous sommes censés avec lui porter. Voilà sur le premier sujet. Deuxième sujet, pour aller vite, où en est-on de la question des rapports entre capital et travail et la question du droit du travail. Bon, là aussi, je pense que l'honnêteté intellectuelle suppose de reconnaître qu'il y a des mutations du capitalisme, à la fois les phénomènes qui sont maintenant archi-analysés, de la mondialisation, la pression qu'elle exerce sur la condition salariale, le niveau des rémunérations, la précarité des contrats, mais aussi les évolutions plus qualitatives et technologiques du capitalisme qui conduisent à un travail de plus en plus fragmenté, individualisé, externalisé, à une situation où, dans le fond, on passe de plus en plus du rapport salarial dans l'entreprise classique à la vente de la force de travail par l'individu, l'auto-entrepreneur étant le modèle ultime de cette évolution. Alors ça percute évidemment le droit du travail classique, et on ne peut pas, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer, et nous devons donc être à la recherche de nouvelles orientations, de nouveaux outils, de nouvelles façons de penser cette réalité contemporaine du travail. C'est bien là d'ailleurs qu'a péché la loi El Khomri. Parce que le vrai problème de la loi El Khomri, c'est bien sûr ce qu'elle contenait, mais c'est d'abord ce qu'elle ne contenait pas. Le problème de la loi El Khomri, c'est qu'elle ne s'attaque pas, elle ne s'est pas du tout attaquée à la vraie question d'aujourd'hui, qui est comment peut-on apporter des protections sociales, des protections juridiques à des gens, des jeunes notamment, mais pas que des jeunes, qui se trouvent dans cette situation de travail hors entreprise, hors rapport salarial. Et il n'en était pas question, on s'est au contraire amusé, enfin pas amusé, c'est pas beaucoup amusé en réalité, mais enfin on a perdu notre temps dans des conflits, des querelles qu'il fallait mener, mais autour des débats classiques induits par le libéralisme pour savoir s'il fallait précariser encore davantage ou pas,
faciliter encore davantage ou pas les possibilités de licenciement. Voilà, alors ça ne veut pas dire ce que j'aime dire qu'il est facile de trouver des réponses, mais je pense que ça fait partie des enjeux que un groupe comme le nôtre, enfin des groupes comme les nôtres, devrions aborder dans cette période où nous sommes et où les électeurs nous ont renvoyé à la nécessité de réfléchir. Dernier mot sur un autre sujet qui est un peu lié, qui est le sujet de la redistribution, puisqu'il y a la question du travail et la question des revenus du travail. Tous les revenus ne sont pas issus, ne sont pas des revenus primaires, ne sont pas issus de la participation des agents au monde du travail. Et il y a quand même tout un débat, on voit surgir d'ailleurs ces derniers jours encore, autour de la redistribution, c'est-à-dire à la fois de la fiscalité et des aides sociales. Et ce que je voudrais dire ici, pour conclure mon propos, c'est qu'un des chantiers que nous avons aussi devant nous, c'est celui-là, c'est celui de la redistribution et de ses outils. Parce que l'Europe, les contraintes de la construction européenne, les contraintes de la mondialisation n'excuseront jamais notre propre lâcheté en matière fiscale. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas la mondialisation qui nous a empêchés dans le quinquennat précédent, par exemple, de rendre la fiscalité sur les ménages juste, d'instaurer le véritable impôt progressif, la CSG progressive que nous avions inscrit dans notre programme, qui aurait été un outil redistributeur extrêmement puissant, qui aurait pu l'être à l'égard des classes moyennes et qui nous aurait empêché un certain nombre de déboires que nous avons pu connaître, bon, y compris d'ailleurs en rétablissant les 35 heures au début du quinquennat et en mettant fin à la défiscalisation des heures supplémentaires, qui était une mesure sans doute assez juste, mais qu'il aurait fallu compenser sur le terrain du pouvoir d'achat en utilisant, à mon sens, le levier fiscal. C'est un peu technique, mais pour dire que dans les semaines et mois qui viennent, dans notre réflexion, il faut aussi qu'on reprenne cette question du pouvoir d'achat, cette question de la fiscalité juste, que c'est une question qui est connexe à la question du travail, mais qui est également fondamentale dans la reconstruction du projet de gauche. Merci. Merci Laurent pour avoir cadré les choses et ouvert plein de pistes fort intéressantes. Je me permettrai d'ajouter dans la redistribution, tu as vu les éléments fiscaux, les éléments de rémunération, mais les services publics qui sont à ma connaissance un des moyens de redistribution les plus efficaces de lutte contre les inégalités et auxquels je suis en tant que médecin urgentiste hospitalière bien évidemment très attachée sur le domaine de la santé. Donc le travail, la fin du travail, l'ubérisation, l'auto-entrepreneur, il y a le pire, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à un travailleur qu'on amène, que l'on va chercher sur le port de Marseille et que l'on prend à la journée et à la tâche pour, ça nous rappelle les débuts, les milieux du 19e siècle. Et puis il y a aussi, cependant, et j'avais envie de le lancer comme ça, vous verrez ce que vous en faites, David qui est là, mais c'est aussi la possibilité de choses qu'on voit apparaître avec des espaces coopératifs de travail, des gens qui se mettent ensemble et qui réinventent une forme de coopérative avec un relatif boom sur l'économie sociale et solidaire, avec des gens qui redécouvrent à la fois une forte solidarité et une forte indépendance. Alors, du coup, pardon, parce que je ne suis pas en face d'un micro. Est-ce que... Oui, là ça va, tout le monde m'entend? Donc, oui, mais merci. Alors, je vais rebondir sur plutôt... Alors, la question des coopératives est évidemment très intéressante, mais comme on m'a dit que j'avais 10 minutes, je vais me concentrer sur deux questions qui sont celles... On a déjà parlé, Laurent Baumel, sur la question de la fin du travail, et puis la question de l'ubérisation, de ce que ça signifie en fait. Et je vais essayer de réfléchir sur la manière dont on peut répondre, en tout cas de mon point de vue d'économiste, à ces grandes questions. Et ma thèse sera en fait que, loin de radicalement transformer les rapports au travail, ces évolutions en fait s'inscrivent dans une longue histoire des rapports au travail. C'est concrètement, de mon point de vue, l'ubérisation n'est pas un phénomène nouveau. De la même façon que la question de la fin du travail, il a été dit qu'elle a été déjà avancée par Jeremy Rifkin dans les années 90, ça fait un bout de temps qu'on en parle, et concrètement, je vais essayer de démontrer qu'en réalité, il n'y a pas de fin du travail. Alors pour essayer de revenir à cette question, il faut peut-être repartir de l'analyse, en fait, de la question fondamentale qui est posée par Alfred Sauvy lorsqu'il parle de la question des déversements, la théorie des déversements. Je préfère cette théorie-là à la théorie de Schumpeter, des institutions créatrices, que je trouve pour le coup moins adaptée
à la question qui nous concerne. En fait, ce que dit Alfred Sauvy, il dit, c'est quelqu'un qui étudie l'histoire économique, et qui dit, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'on a des emplois dans l'agriculture, et puis ensuite des emplois dans l'industrie, et puis enfin des emplois dans les services. Mais sa thèse va un peu plus loin. Il ne dit pas que les emplois sont... Il ne dit pas uniquement que les emplois sont détruits dans un secteur et reconstruits dans un autre. Il essaye d'expliquer comment et quel est le processus. Et en fait, le processus est assez simple. En fait, la croissance économique, elle vient globalement de la hausse de la productivité du travail, c'est-à-dire du fait qu'on est plus productif dans certaines tâches, et donc on produit plus de richesses, ou alors on produit autant de richesses avec moins de main-d'œuvre. C'est bien ça, les deux effets de la productivité, soit plus de richesses, soit moins de temps de travail. Et en fait, la thèse de Sauvy, c'est de dire que, en fait, dans une économie avec de très nombreux métiers, de très nombreux secteurs, la hausse de la productivité du travail ne se fait pas au même rythme selon les différents secteurs. Il y a des secteurs dans lesquels la hausse de la productivité est très rapide, et puis d'autres dans lesquels elle est nulle. Alors, par exemple, on n'augmente pas la productivité d'un orchestre symphonique. Jouer une symphonie de Bach ne prend pas moins de temps aujourd'hui, et de ce point de vue-là, d'un point de vue économique, elle n'est pas moins efficace, on n'est pas plus efficace aujourd'hui qu'on l'était au XVIIIe siècle, tout simplement parce que le temps humain nécessaire à jouer un morceau de musique, eh bien, il doit de fait être similaire au temps nécessaire pour que la musique soit bonne. Hein, et de la même façon, on ne peut pas dire qu'on peut augmenter réellement la productivité dans l'enseignant. Je veux dire, quand il s'agit d'apprendre à lire et à écrire, on peut certes avoir des méthodes pédagogiques plus ou moins efficaces, mais concrètement, il s'agit d'un temps de travail relationnel, d'un temps qu'on passe avec la personne, avec l'enfant, pour lui apprendre à lire et à écrire. Et ça, eh bien, entre le XIXe siècle et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup d'augmentation de la productivité. En revanche, il existe des secteurs où la productivité peut augmenter très rapidement. C'est notamment les secteurs où il y a une possibilité de mécanisation du travail. Et l'agriculture aujourd'hui est entièrement mécanisée. Hein, on a les tracteurs, on ne pousse plus la charrue avec des animaux de trait qui poussent la charrue. Et puis on a aussi des produits phytosanitaires, etc., des engrais. Et donc on a une hausse de la productivité qui a été très importante dans les secteurs agricoles et dans le secteur industriel. Donc la question de la fin du travail, en fait, elle dit la chose suivante. Que se passe-t-il maintenant qu'avec l'informatique, eh bien, on peut automatiser des tâches qui sont des tâches de service. Puisque pendant très longtemps, on a considéré que les services, ils avaient peu de hausse de productivité, et donc, les emplois se déversaient du secteur primaire vers le secteur secondaire, et puis ensuite de l'industrie vers les services, parce qu'il n'y avait pas de hausse de productivité réellement du travail dans ce secteur-là. Mais en fait, l'informatique a augmenté la productivité du secteur des services. Et donc, un certain nombre de gens se sont dit, voilà, les services, ils vont finir par eux aussi voir baisser le temps de travail, et donc il va y avoir un déversement, mais comme il n'y a pas de quatrième secteur où se déverser, eh bien, on va arriver à la fin du travail. Sauf que cet argument, en fait, il est, de mon point de vue, un peu fallacieux, et il est fallacieux pour une raison simple, c'est qu'en fait, le secteur des services, ce n'est pas un secteur qui est uniforme lui-même. C'est-à-dire, concrètement, l'essentiel des emplois dans les services, en fait, restent des emplois de type relationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automatisation possible. Alors notamment dans l'éducation, bien sûr, dans la santé aussi, puisque c'est pareil, un médecin qui ausculte en 10 minutes n'est pas plus efficace qu'un médecin qui ausculte en 20 minutes. En réalité, moins on passe de temps avec la personne, moins on l'interroge sur sa santé, eh bien moins on va être efficace. Et donc l'idée qu'on va avoir une automatisation, par exemple, de la médecine, évidemment c'est absurde, ou l'idée qu'on a eue à l'université et qu'on a malheureusement encore de faire que des cours massivement en ligne en disant les étudiants ils vont juste regarder des vidéos et répondre à des QCM et on va supprimer le travail, tout ça ne marche pas en réalité. Ça ne marche pas parce que l'éducation, par définition, c'est du temps humain. Et en fait, la mauvaise compréhension de cette théorie de la fin du travail vient du fait qu'on pense que parce qu'on automatise les virements bancaires, eh bien, voilà, tous les services vont être automatisés, ou parce qu'on achète en ligne maintenant au lieu de passer par des marchands, eh bien tous ces emplois vont disparaître et il n'y aura plus d'emplois du tout. Or, le secteur tertiaire, eh bien, il a une part très importante des emplois qui sont des emplois relationnels. Alors la question qui peut se poser, c'est est-ce que ces emplois relationnels vont être suffisamment nombreux pour absorber l'ensemble des emplois détruits dans les autres secteurs? Et en particulier, on peut penser par exemple aux chauffeurs de taxi, avec les voitures autonomes, etc. Et en fait, ce qu'on constate, quand on réfléchit d'un point de vue économique, c'est que moins il y a besoin de main-d'œuvre pour une tâche, plus la valeur de cette main-d'œuvre, la valeur de ce produit, de cette tâche, en fait, diminue. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe dans l'économie, c'est qu'au fur et à mesure qu'on augmente la productivité dans un secteur, la valeur du produit fini diminue. C'est pour ça que les voitures, par exemple, aujourd'hui, sont beaucoup moins chères qu'il y a 50 ans.
parce qu'on a augmenté la productivité. C'est pour ça, par exemple, que les orchestres symphoniques sont très très coûteux, beaucoup plus qu'au XVIIIe siècle. Et pourquoi et même le théâtre et la culture. C'est pour ça que ces secteurs sont massivement subventionnés. En fait, la valeur se réfugie, la valeur économique se réfugie dans les secteurs où il y a le moins de hausse de la productivité, parce que finalement, c'est ça qui reste, c'est les besoins fondamentaux des gens qui continuent d'être nécessaires à produire, et puisqu'on ne veut pas les automatiser, la valeur va augmenter. Pensez notamment au système de navigation, qui était très coûteux il y a quelques années, parce qu'ils n'étaient pas automatisés, parce que concrètement, il y avait un coût très élevé de faire des cartes, etc. Les GPS étaient coûteux. Maintenant, vous avez Google Maps et vous pouvez, sans aucun coût, en fait, utiliser un système de navigation personnel que vous ne payez pas. Il n'y a pas besoin maintenant de payer d'abonnement pour quoi que ce soit. Eh bien, ou pensez à la recherche de l'information, qui était très coûteuse avant Internet, et aujourd'hui, maintenant, on a des systèmes de recherche de l'information qui sont immédiats, automatiques. Et en fait, quand on arrive à des services qui sont totalement automatisés, eh bien, leur valeur économique est quasiment égale à zéro. Il n'y a plus de prix pour ces choses-là. Mais sauf que les besoins humains, eux, ne sont pas limités. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, les emplois qui vont perdurer, ce sont les emplois qui sont du temps humain par définition. C'est-à-dire, je répète, la santé, l'éducation, l'accompagnement, notamment, pensez aux assistants sociaux qui font du travail de terrain, pensez aux éducateurs de rue, etc. La santé, évidemment, et en gros, tous les emplois, pensez aussi aux personnes dépendantes, etc. Tous ces emplois-là sont des emplois absolument indispensables pour nos sociétés, pour que nos sociétés persistent. Et ces emplois, par définition, ne sont pas automatisables. Alors le problème, c'est pourquoi y a-t-il du chômage? Pourquoi n'arrivons-nous pas à créer les emplois qui sont nécessaires à nos sociétés? Eh bien, moi, je vais vous dire les choses très simplement. En France, on a un modèle économique qui est fondé sur un secteur public très important. Or, c'est la spécificité de la France, c'est que quasiment tous ces emplois relationnels, ce sont des emplois publics. La santé, l'éducation, la sécurité, pour faire court. Et le problème, c'est que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, par exemple, la santé, elle est très, très largement pourvue par le secteur privé. L'éducation aussi, notamment l'éducation supérieure. Les universités sont privées. Et donc, le secteur privé, lui, il n'a aucun mal à créer des emplois. Et dans les États-Unis, il y a des emplois dans la santé, il y en a beaucoup plus qu'en France. Et y compris dans l'éducation supérieure. Regardez, enfin moi je suis prof à la fac, hein, j'ai des amphis bondés, j'ai des salles DD avec très nombreux étudiants, et on ne crée pas les emplois nécessaires pour simplement donner des cours dans des bonnes conditions à des étudiants. On a un niveau de coût par étudiant en France qui est extrêmement faible par rapport aux autres pays industrialisés, de la même façon que dans les autres niveaux de la scolarité. Pourquoi? Parce que, par dogmatisme, on refuse de créer les emplois publics nécessaires. En Allemagne, la santé aussi est en partie gérée par le secteur privé. Et donc, là aussi, on n'a pas de mal, en fait, à créer les emplois, parce qu'on considère que le privé, quand il crée les emplois, c'est bien, mais le public, quand il crée les emplois, c'est mal. Donc la question, elle est simple. Les ressources d'emploi sont extrêmement importantes. Les besoins d'emploi dans ces domaines, regardez les EHPAD, sont extrêmement importants. Le problème, c'est qu'on considère, par pur dogmatisme, que les emplois privés sont de la richesse et que les emplois publics sont des coûts. Et donc, notre système économique engendre de fait un chômage et empêche le déversement de se faire. Parce que normalement, le déversement, il devrait aller vers les emplois, sur ces emplois relationnels. Il devrait se faire ça. Sauf que ce mécanisme est bloqué par le pouvoir politique qui refuse de créer des emplois et qui même fait l'inverse, qui détruit les emplois. Regardez les sociétés de gardiennage privé qui se développent. Alors ça, c'est très bien, mais par contre, voilà, il faut essayer de réduire au maximum le coût de la police et de la gendarmerie, etc. Donc, vous voyez, on marche un peu sur la tête. Et donc, mon idée, c'est que la fin du travail, en fait, bien sûr que il n'y a pas de fin du travail. Il y a juste une décision politique de ne pas créer les emplois nécessaires au déversement. J'en viens maintenant, si j'ai 2 minutes, à la question de l'ubérisation. On nous dit souvent, l'ubérisation, voilà, ça transforme totalement les sociétés. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en réalité, ce processus d'ubérisation, il peut très bien être assimilé à des choses qui sont très anciennes dans le capitalisme. En fait, quand est-ce que la révolution industrielle apparaît, qu'est-ce qui se passe? La révolution industrielle, c'est l'invention de la machine à vapeur. Et la machine à vapeur, en fait, elle a la particularité de mécaniser le travail industriel, notamment de mécaniser ce qu'on appelle le travail de l'artisanat, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait des artisans qui étaient capables de produire des objets, et puis
par exemple des artisans mineurs qui allaient miner tout seuls dans la mine avec une pioche, et puis progressivement, comme on invente la machine à vapeur, eh bien, on a mécanisé une force de travail mécanique extrêmement puissante, qui va par exemple filer la laine ou filer le coton de manière beaucoup plus efficace que la filature artisanale. Le problème, c'est que l'artisan, il n'a pas les moyens d'acheter la machine à vapeur. Et donc, très vite, il pouvait acheter le rouet pour filer les fibres traditionnelles, mais il ne peut pas acheter la machine à vapeur et la filature mécanique. Et donc, en fait, il est exclu de la possession du capital, parce qu'il n'a pas les moyens financiers de l'acheter. Et donc, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est obligé de s'employer auprès d'un capitaliste qui, lui, a les moyens financiers d'acheter. Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui avec Uber, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'artisan taxi, il lui suffisait auparavant d'acheter un taxi et d'acheter une licence, et il pouvait faire des maraudes, et puis trouver des clients, et puis faire son métier. À partir du moment où on a cette économie des plateformes, qui en fait sont des systèmes monopolistiques, c'est-à-dire concrètement, maintenant je ne vais plus m'embêter à aller chercher un taxi dans la rue, je vais aller directement sur mon application de smartphone, et puis je vais trouver un taxi qui va venir. C'est ça le principe d'Uber. Eh bien, les taxis traditionnels, qui n'ont pas accès à Uber, ne peuvent pas faire leur métier. Et donc, ils sont dépossédés de leur outil de production, de la même façon qu'au XIXe siècle, les artisans étaient eux aussi dépossédés de leur outil de production. Alors, comment ça s'est passé au XIXe siècle? Eh bien, au départ, les capitalistes, eh bien, ils ont fait du travail à la tâche, on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont payé les gens, et puis si les gens ne venaient pas, eh bien, ils ne les payaient pas. S'ils ne faisaient pas suffisamment bien leur travail, ils arrêtaient de les payer. C'était un système où la précarisation était extrêmement élevée. Mais par les conquêtes sociales, eh bien, par les luttes, par les grèves, aussi en partie par le Fordisme, qui a été une structure tellement importante qu'on devait s'assurer que le salarié soit présent sur la chaîne de travail. Mais concrètement, et c'est arrivé 100 ans après, à la fin du XIXe siècle, début XXe, eh bien, on va organiser le salariat. C'est-à-dire qu'au lieu de payer les ouvriers à la tâche, eh bien, on va les mensualiser, on va leur donner une forme de sécurité. C'est lié aux luttes sociales, c'est lié aux impératifs économiques aussi de ces entreprises, et c'est ça qui va sécuriser en réalité. Et moi, mon propos, pour terminer, il est très simple. L'ubérisation n'est rien d'autre qu'une autre forme de capital, certes immatérielle, mais dont la logique est exactement la même que la logique de la machine à vapeur. L'artisan ne peut plus avoir accès à son métier sans passer par la plateforme de la même façon qu'il avait besoin de la machine pour accéder à son travail. Et donc il faut organiser pour Uber et pour ces métiers soumis au pouvoir de monopole de ces plateformes, il faut organiser et imposer le retour au salariat. Et c'est en fait exactement ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, où les chauffeurs Uber ne sont pas considérés véritablement comme des indépendants, mais comme des salariés. Et ça, voilà, c'est ce mouvement qu'il faut accompagner. Et vous allez voir que finalement la question de l'ubérisation ne va pas faire une concurrence déloyale par rapport aux salariés, mais va entraîner simplement un principe de pacification et, j'ai envie de dire, de civilisation du capitalisme. Parce que concrètement, ce qui est en train de se passer avec ces plateformes, c'est véritablement des pouvoirs de monopole qui imposent leurs lois au marché. Voilà, je pense que j'ai largement dépassé. David Kella, que je n'avais pas présenté, que je vais présenter après, c'est un économiste même atterré, et il a de nombreuses productions, je ne vais pas vous lister tous ses livres. Un seul, pour lequel j'ai une petite affection particulière, c'est La fin de l'Union européenne, puisqu'il l'a écrit avec Coralie Delhomme, montilienne comme moi, donc ça... voilà, et que je vous invite à lire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il y a, me semble-t-il, un lien qu'on peut faire entre vous et le prochain intervenant, puisque vous dites qu'on va arriver à pacifier tout ça, mais qu'on mène dans le cadre de monopole. Et l'intervenant suivant est donc Étienne Collin, qui est, lui, spécialiste du droit du travail, et dont on a déjà parlé par rapport au loi El Khomri. Je ne vais pas refaire la liste de tout ce qu'il y aurait à débattre, mais indéniablement, je voulais prendre de façon un peu iconoclaste, mais en matière d'institutions démocratiques, on sépare les pouvoirs pour s'assurer que la démocratie fonctionne. En matière économique, nous sommes devant une situation qui est totalement inverse, c'est-à-dire, et encore plus dans l'accélération récente, avec
concentration, ces immenses mastodontes monopolistiques qui vont gérer la planète et qui donc par conséquent n'ont pas de contre-pouvoir, ce qui chez nous est une garantie de pouvoir avoir pas seulement les intérêts des plus puissants et des plus riches établis. Donc est-ce que c'est une piste de réflexion au-delà de ce que vous aviez sans doute attention de dire pour la question du droit du travail, du droit de la majorité par rapport aux droits des patrons et de plus en plus d'ailleurs de quelques rares mastodontes. Merci Catherine. Étienne Collinchet, avocat en droit du travail auprès des salariés, des organisations syndicales et des représentants du personnel. Je vais commencer par dire que je ne crois pas du tout à la fin du travail et que je constate que dans le débat public, au contraire, la question de la protection des travailleurs n'a jamais été aussi prégnante. C'est une observation de l'activité professionnelle qu'on fait observer régulièrement, mais également dans le débat public. Il suffit de regarder le débat public ces dernières années pour constater l'importance de ces questions-là. Je voudrais, comme je le fais souvent, inscrire quelques réflexions sur le droit du travail dans une logique historique, parce que je crois que c'est fondamentalement sur cette question de la dynamique historique qui permet de comprendre un certain nombre de choses. Très rapidement, essayer d'expliquer les éléments de permanence du droit du travail depuis un siècle en France, pour montrer que ce sont ces éléments de permanence qui, très précisément, ont été remis en cause de façon assez frontale ces dernières années, et que ce sont toujours ces éléments de permanence qui permettent de comprendre ce qu'on pourrait faire dans la lignée de ce qui m'a été demandé et des interventions précédentes. Les éléments de permanence, moi je crois qu'il faut remonter à 36 pour faire assez vite. Il faut remonter d'abord à 1936. La grande particularité du droit du travail français, c'est 1936 et le Front populaire, et c'est la convention collective de branche étendue. Tous les pays, quasiment, connaissent une négociation collective sectorielle au niveau des branches professionnelles. Mais la grande particularité en France, c'est que Léon Bouloum a compris en 1936 qu'il fallait généraliser cette couverture conventionnelle de branche pour créer, c'était le terme utilisé à l'époque, à côté de la loi républicaine, que chaque salarié de ce pays bénéficie d'une loi professionnelle, générale et impersonnelle, qui s'applique à tous dans le même secteur d'activité. Pour ce faire, il a eu recours à ce qui était un arrêté d'extension. Les conventions collectives sont signées dans les branches, et pour qu'elles s'appliquent automatiquement à tous les salariés, toutes les entreprises de la branche, le ministre prend un arrêté d'extension qui va étendre l'application des conventions collectives. Et ça, il n'y a qu'en France que ça existe. Au moment où on parle beaucoup des... Et c'est intéressant parce que, à l'époque, cette mécanique de la convention collective de branche étendue n'était pas présentée d'abord comme une mécanique de protection des travailleurs, mais d'abord comme une mécanique d'égalisation des conditions de la concurrence à l'intérieur du secteur d'activité. Et c'est cette mécanique qui a fait que pendant des années, à l'intérieur du secteur professionnel, à l'intérieur de grands champs d'activité, ce ne soit pas le dumping social qui soit la modalité de la concurrence. Ce n'est pas la concurrence entre les travailleurs qui était l'outil de la concurrence entre les entreprises à l'intérieur des secteurs d'activité. Il n'y a donc rien de plus moderne que ce modèle de la convention collective de branche qui précisément va être ébranlé dans les dernières années. J'y reviendrai. À partir de ce modèle est construite une hiérarchie de normes. Cette hiérarchie de normes, vous en avez beaucoup entendu parler dans les débats ces dernières années, elle est réduite, on va aller vite, à principalement l'énonciation d'un grand principe qui va irriguer un siècle de relations sociales, qui est le principe de faveur. C'est cette idée que dans un droit qui est fondamentalement caractérisé par des conflits de normes, des normes élaborées à des niveaux distincts, la loi, le règlement de pouvoir réglementaire, la convention collective, nationale, interprofessionnelle, la convention de branche, l'accord d'entreprise, l'accord d'établissement, le contrat de travail, dès qu'il y a un conflit de normes, on fait application automatiquement de la norme la plus favorable aux salariés. Et c'est cette règle qui va irriguer les relations sociales et qui va assurer une progression de la protection des travailleurs très très uniforme au cours de l'ensemble du siècle, jusqu'au début des années 80 et plus singulièrement jusqu'au second choc pétrolier dans le milieu des années 70. Parallèlement, cette hiérarchie des normes et le principe de faveur, un élément absolument essentiel. Et puis parallèlement, on va, en particulier au lendemain de la guerre, puis plus singulièrement au lendemain de mai 68, les accords de Grenelle, on va diffuser la présence syndicale qui était réservée uniquement au niveau national, interprofessionnel et aux branches, et on va créer une forme de démocratie sociale, on va faire pénétrer la démocratie dans l'entreprise progressivement, d'abord en la loi de 71 en reconnaissant les délégués syndicaux dans les entreprises, et plus singulièrement en 82, en faisant plus résolument rentrer la démocratie dans les entreprises, et c'est les grandes lois Auroux que vous connaissez sur la négociation collective d'entreprise. Voilà les grands éléments de permanence, hiérarchie des normes, principe de faveur, et fait syndical reconnu, et démocratie
intégrer directement dans l'entreprise. La démocratie ne s'arrête plus aux portes de l'entreprise, pour reprendre les termes de Jean Auroux en 1980. C'est exactement ces éléments qui vont être fondamentalement ébranlés en 2 temps. D'abord, à partir du début des années 80, j'ai dit, après le second choc pétrolier, avec la création d'une nouvelle forme de négociation d'entreprise qui va devenir extrêmement prégnante. La négociation qui était traditionnellement une négociation d'amélioration des avantages va devenir, sur l'effet de la loi, c'est ce qu'on va appeler les accords dérogatoires en 82, va devenir une négociation de gestion dans l'entreprise, où on gère directement les relations. Le domaine de prédilection de cette négociation d'entreprise étant l'aménagement du temps de travail et l'organisation du travail. À partir du moment où on organise le travail par la négociation d'entreprise, c'est pas plus ou moins favorable, c'est plus comme ça que les termes que la question se pose. La question est qu'on partage directement le pouvoir de gestion dans l'entreprise. Mais les accords dérogatoires à partir de 82, qui à bien des égards remettent en cause déjà le principe de faveur, sont bordés parce que c'est le législateur lui-même qui organise le champ de la négociation d'entreprise. C'est tout à fait limité. Et puis, et c'est là qu'est une grande rupture, à partir de 2000, alors ça commence précisément en 2004, mais progressivement avec une loi Fillon de 2004, mais progressivement jusqu'en 2016, et le point d'achèvement de cette évolution, c'est quand même la loi El Khomri de 2016, on va faire en sorte qu'on puisse carrément écarter les niveaux de négociation collective supérieurs, parfois même la loi au profit de la négociation d'entreprise. C'est-à-dire qu'on fait de la négociation d'entreprise non plus le véhicule de cette gestion dans l'entreprise, mais on fait de la négociation d'entreprise le moyen d'écarter purement et simplement la loi et d'écarter purement et simplement surtout la négociation collective de branche et la convention collective de branche. C'est la loi El Khomri dont on a beaucoup parlé, qui permet dans tout le domaine de l'aménagement et de la durée du travail, dans tout le domaine du temps de travail, de faire systématiquement primer la négociation d'entreprise sur l'accord de branche, même quand la négociation d'entreprise est moins favorable aux salariés que les niveaux supérieurs. Et là, on met le doigt dans quelque chose d'extrêmement dangereux pour les garanties sociales, les garanties des salariés bien évidemment, mais aussi parce que on crée un système dans lequel la compétition va pouvoir commencer à s'organiser entre les entreprises sur le dos des travailleurs à l'intérieur des secteurs professionnels. Et c'est ce qu'on a dénoncé beaucoup dans la loi travail, et qui est évidemment une évolution qui commence à être tout à fait dangereuse à ce moment-là. Et moi j'ai beaucoup de goût pour la contention idéologique et intellectuelle, mais il y a une chose qui n'est pas très sérieuse à soutenir, c'est qu'il n'y a pas une filiation directe entre cette loi travail d'août 2016 et les ordonnances Macron qui ont été adoptées depuis, parce que je pourrais reprendre des exemples, et notamment sur cette question de la hiérarchie des normes, mais également sur la place du fait syndical. Il y a une filiation directe. On met en place la supplétivité de l'accord de branche, c'est-à-dire la primauté à la négociation d'entreprise dans tout le domaine du temps de travail dans la loi travail de 2016, et puis on va le généraliser, c'est qu'on va progressivement écarter le fait syndical. Et ça, c'est quelque chose d'assez singulier et d'assez extraordinaire. C'est que, alors qu'il était complètement acquis que la démocratie sociale était parvenue à vérifier les relations dans l'entreprise, eh ben on va, à partir de 2007, faire ressortir les organisations syndicales. Et le levier qui est trouvé, c'est la possibilité d'écarter les organisations syndicales majoritaires en consultant les salariés directement par référendum. Alors ça a l'air séduisant sur le papier, qu'on dise qu'on peut écarter et qu'on puisse négocier des accords directement par référendum avec les salariés, mais il faut quand même que tout le monde ait à l'esprit que si on entre dans un système de ce type, on fait mécaniquement sortir les organisations syndicales de l'entreprise. Et c'est ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que la logique, si on peut négocier directement avec les salariés et qu'on peut contourner les organisations syndicales, eh ben on va pouvoir contourner les délégués syndicaux qui mécaniquement se trouvent démonétisés et qui vont sortir de l'entreprise. La loi El Khomri, elle crée ce référendum et elle le met à la main des organisations syndicales signataires des accords minoritaires. On avait dit à l'époque, dans le débat parlementaire, M. Laurent Beauvais l'avait d'ailleurs soulevé, qu'un jour, bien évidemment, ce serait à la main de l'entreprise. Ça n'a pas manqué. Une année plus tard, les ordonnances travail de Macron permettent directement à l'entreprise de recourir au référendum pour écarter les organisations syndicales majoritaires et pour faire passer des accords par référendum. Quand on discute, j'ai eu l'occasion de discuter devant un parterre d'avocats en droit du travail avec le conseiller social de l'Élysée, il ne s'en cache pas et il dit très clairement que le modèle pour eux, et ce sera le projet, à mon avis, j'en suis certain, de 2022 sur cette question, peut-être même avant, le projet, il est de faire sortir les délégués syndicaux de l'entreprise, de faire sortir le fait syndical de l'entreprise. C'est quelque chose d'assez récent, je l'ai dit, ça date de 71, c'est pas un élément permanent.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les organisations syndicales puissent être organisées dans les entreprises. Il y a une vraie volonté du pouvoir actuel de faire un mouvement de reflux et de faire ressortir ces organisations syndicales d'entreprise pour qu'on puisse négocier directement avec les représentants du personnel, ou pire, par consultation directe des salariés, par référendum, avec toutes les dérives qu'on peut imaginer sur les chantages à l'emploi. Quelle est la capacité de résistance d'un salarié à une remise en cause de ses avantages dès lors que l'alternative à son refus de voter cette mesure, c'est une menace de licenciement direct. Évidemment, il n'y a plus de capacité de résistance et une concurrence qui peut s'organiser mécaniquement, librement, sans aucun garde-fou, entre entreprises, dans les secteurs d'activité, ce qui est la négation totale de ce qui est un siècle de construction des relations sociales dans ce pays. Alors sur ces bases-là, et puis le dernier élément quand même, c'était la négociation interprofessionnelle, c'est-à-dire que pendant des années, c'est la négociation interprofessionnelle et le rôle du politique pour diffuser, pour impulser ces négociations interprofessionnelles qui a permis d'obtenir des grandes avancées sociales. Je pense à la mensualisation, je pense à la formation professionnelle, je pense à l'UNEDIC, à l'indemnisation chômage, des grandes négociations interprofessionnelles. Macron, dès le début de son quinquennat, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, il a dit d'emblée, je ne crois pas à la négociation nationale interprofessionnelle, la place des syndicats est dans les branches et dans les entreprises. Dans les entreprises, à mon avis, c'est assez hypocrite pour les raisons que je viens d'indiquer. Donc on ne sait plus très bien où est la place des organisations syndicales et de la représentation syndicale dans le système politique dans lequel on est construit, dès lors qu'on nous dit même qu'au niveau interprofessionnel, je ne suis pas un fétichiste de la conférence sociale de François Hollande, mais le fait est qu'elle a quand même, avant 2014, je dis bien avant 2014, produit un certain nombre de confrontations sociales qui n'étaient pas toujours totalement inintéressantes au niveau national interprofessionnel. Ce qui est désastreux, c'est que ça a été totalement abandonné à compter de 2014. Et puis maintenant, il est extrêmement clair qu'il n'y a plus l'ombre d'une place pour la conférence sociale, on appelle ça comme on veut, pour la démocratie sociale au niveau national interprofessionnel. La porte est fermée, on n'en veut plus du tout, les choses sont extrêmement claires. Alors dans ce panorama, quelques perspectives. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Quelques questions. Déjà moins. Déjà moins. Quelques perspectives d'avenir quand même, très rapidement. Le premier, c'est qu'il faut restaurer une hiérarchie des normes. Il n'y a rien de plus moderne qu'une hiérarchie des normes dans les relations sociales. Et selon moi, elle ne peut qu'être organisée autour de la branche. On a cette chance inouïe en France. Je me mesure les mots. D'avoir ce mécanisme de la convention collective de branche étendue quasiment tous les salariés de ce pays, où en plus du bénéfice de la loi républicaine, cette loi professionnelle, cette convention de branche, tous ceux qui sont dans le privé savent qu'il y a plein d'avantages dont ils bénéficient quotidiennement, qui viennent de ces conventions, et qui uniformisent les conditions de la concurrence. C'est un joyau qu'il ne faut pas perdre et qu'il faut relativiser et réorganiser une négociation qui ne permette pas à l'entreprise de s'affranchir systématiquement de toute négociation de branche. Il faut généraliser la présence syndicale. Il n'y a rien de plus moderne que de généraliser la présence syndicale. Si on veut des acteurs pour négocier, il faut que ce soit des acteurs syndicaux. Il faut sans doute refonder les organisations syndicales. Il y a beaucoup de choses qui se font d'ailleurs au sein des organisations syndicales aujourd'hui, mais encore faut-il leur donner de la place du haut de l'échelle, au niveau interprofessionnel, dans les branches et dans les entreprises, et ne pas faire sortir les organisations syndicales de l'entreprise. Je termine sur cette question de l'ubérisation. David l'a dit, je ne peux pas le dire autrement. Il n'y a rien de plus moderne que la notion de subordination juridique qui est le critère du contrat de travail. Cette subordination juridique, critère du contrat de travail, a permis d'absorber depuis plus d'un siècle une évolution des formes d'emploi absolument considérable. On a même intégré progressivement les pigistes, les VRP, des gens qu'on considérait comme structurellement totalement indépendants. Donc il n'y a aucune difficulté technique à appréhender le phénomène de l'ubérisation dans un cadre protégé. Le seul critère qui permet aujourd'hui d'écarter en jurisprudence, c'est la liberté des horaires. Il n'y a même pas de liberté des prix. C'est juste la liberté des horaires. S'il n'y a que ça, il suffit que le législateur intervienne pour poser le principe que ce n'est pas la seule liberté de choix des horaires par les chauffeurs Uber qui permet d'échapper complètement au contrat de travail, ce qui n'est pas très compliqué politiquement à organiser. Et bien évidemment, cette protection, et puis il faudra sans doute organiser les chaînes de sous-traitance et améliorer la protection des salariés dans les chaînes de sous-traitance. Mais là encore, quoi de plus opportun et de plus pertinent que la négociation de branche pour couvrir les sous-traitants dans les secteurs d'activité pour qu'ils ne fassent pas l'objet d'un dumping social par rapport à ce que sont les conditions de travail et les ordres donnés par des donneurs d'ordre. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, je ne peux pas être plus long, mais les outils, on les connaît, il faut les rénover, les régénérer, alors qu'ils sont, point par point, je crois, aujourd'hui, fondamentalement remis en cause.
Oui, pour aller dans votre sens, je me souviens qu'une des organisations qui m'avait dit son inquiétude devant la loi El Khomri était la CAPEB, qui est une organisation patronale et qui était extrêmement inquiète de la fin des négociations de branche, et justement parce que, entre artisans, ça engendrait une concurrence sauvage, dont ils essayaient de sortir justement en tirant leurs adhérents par le haut. Très bien. Nous poursuivons donc avec Christophe Rameau, qui lui aussi est économiste et lui aussi est atterré d'ailleurs. Ça fait, j'espère qu'il quand même ils ont le moral parce que je suis entourée par deux atterrés. Donc je plaisante bien évidemment et qui va aborder la question de l'État social. Ouais, Au moins. D'accord. Alors, tout d'abord, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, moi je partage complètement le. Pardon, c'est peut-être mieux d'avoir le son. C'est mieux avec le son. Ça me met là ? Non, ça était. C'est bon. Donc, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, pour faire un peu de dialogue, je partage totalement ce qui a été dit, notamment sur le fait que les deux précédents intervenants, le salariat historiquement, on l'a souvent vécu à gauche comme étant le symbole de l'exploitation. En fait, en relisant un peu l'histoire, et puis à l'épreuve, on s'aperçoit que le salariat, c'est d'abord et avant tout un instrument d'émancipation. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, les 2 tiers des procès au prud'homme, ce sont des ouvriers qui portent plainte les uns contre les autres. Puisque ce qui tend à dominer au XIXe siècle, ce n'est pas l'image du salariat qu'on a du salarié dans une entreprise, dans un collectif de travail, c'est effectivement le travailleur, c'est un ouvrier indépendant qui passe des contrats avec des donneurs d'ordre, avec des négociants. Donc c'est une chaîne de sous-traitance. Et donc les procès au prud'homme, c'est les ouvriers entre eux sur les tarifs, qui portent plainte entre eux, notamment contre les tarifs. Il y a un très bel ouvrage de Claude Guidry qui est sorti il y a 2-3 ans sur la question du travail, qui s'appelle L'institution du travail, qui invite à revisiter tout ça sur le thème. Le salariat, c'est d'abord un instrument d'émancipation par rapport à l'auto-exploitation de la main-d'œuvre et de ce qu'on dit de libéralisation, ce n'est rien d'autre que le remake de cette histoire. Et par ailleurs, le salariat s'inscrit le travailleur dans un collectif de travail. En fait, ça fonde l'entreprise. Y compris l'entreprise moderne sur laquelle je reviendrai après. Un autre petit point sur, pareil, sur la fin du travail. J'ai hésité quand on m'a dit que le terme finalement c'est la fin du travail. Je me dis, je ne vais pas passer mon samedi à ça, c'est pas possible là quand même. Je pense que c'est pas. Je pense que ce n'est pas sincèrement un grand. On doit mépriser quiconque. Je pense que sincèrement, ça n'a aucun intérêt. On n'a jamais autant de travailleurs, autant de salariés en France et dans le monde. Il y a d'immenses besoins sociaux insatisfaits. Il faut faire décroître certains secteurs, bien sûr. Mais il y a d'immenses besoins sociaux insatisfaits en matière d'éducation, de santé. Manger mieux. Quand on passe d'un kilo de tomates industrielles à un kilo de tomates bio, ça crée plus d'emplois. Par ailleurs, ça augmente le PIB, qui lui aussi a du bon passage. Enfin, on ne peut pas tout faire. Voilà, donc je pense que là, il y a quelque chose qui. Puis par ailleurs, ceux qui n'ont pas d'emploi, il suffit de les entendre. Enfin, le principal souci, c'est d'en avoir un. Enfin, voilà. Donc, je pense que vraiment, c'est un débat au mieux pour les salons à Bac+5. Et d'ailleurs, c'est 6% des voix à une élection. Mais si on veut reconstruire un projet majoritaire, c'est pas autour de ça qu'on va pouvoir s'organiser. Bon, très bien. Alors, on m'a demandé d'intervenir sur l'état social, sur travail, état social. Peut-être dans une première partie pour essayer un peu d'avoir une boussole sur les débats qui nous animent. Comment dire, on peine à sortir du XXe siècle. Ce qui a marqué le XXe siècle, c'est l'opposition entre communisme et capitalisme. Voilà, il y avait ceux qui croyaient au communisme, avec la forme assagie du socialisme, très bien, mais enfin il y avait ceux qui croyaient et puis ceux qui n'y croyaient pas. Bon, c'est ça qui a marqué le XXe siècle, qui se clôt en 1989, comme vous le savez. Et donc c'était quoi le projet communiste ou socialiste? C'était l'idée qu'on allait prendre appui dans le collectif de travail, on allait prendre appui sur les prolétaires, les travailleurs associés, au sein de la fabrique, au sein de l'entreprise, sur leur coopération. On allait prendre appui sur ça pour mettre à bas le capital, comme un parasite, et puis reconstruire la société sur cette base, et puis finalement arriver à une société où il n'y aurait plus d'État, d'accord, dépérissement de l'État, où il n'y aurait même plus de politique. L'administration des choses remplacera le gouvernement des âmes, phrase terrible de Saint-Simon que reprend Engels, terrible à mon avis. Voilà, bon, l'histoire est terminée. Cette histoire-là, c'est terminé. C'est-à-dire que l'idée qu'on allait pouvoir améliorer, transformer la société sur cette base-là, je pense qu'il faut vraiment maintenant tourner cette page et tirer les leçons de pourquoi c'est terminé. C'est quoi les leçons? L'idée que la totalité sociale se réduit au rapport capital-travail au sein des entreprises capitalistes,
Eh bien non, ça ne marche pas. Moi je suis un des derniers économistes à considérer, et de ce point de vue-là, sur ce volet-là, quelque part je reste marxiste, pour rassurer peut-être certains dans la salle, hein, je considère que la lutte des classes, ça existe, le rapport capital-travail, ça existe, etc. Mais dire que la totalité sociale se réduit à ça, mais ça c'est une impasse complète. Puisque ça conduit à quoi? Ça conduit notamment à dire que l'État, en dernier ressort, comme aiment à dire les marxistes, c'est un État bourgeois, c'est un État capitaliste. Et donc pour le coup, on passe à côté de ce qui s'est avéré les deux principaux leviers pour émanciper, y compris les travailleurs, et au-delà, libérer les citoyens. Les deux principaux leviers d'émancipation qu'on a à notre disposition, c'est quoi? C'est la démocratie politique, c'est la République, bien entendu. C'est ce principe éminemment révolutionnaire par rapport au capitalisme actionnariat, qui est le principe une personne, une voix. Qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit à bac plus 5 ou à bac moins 5, on ne compte que pour un. C'est comme ça, désolé. Et puis, deuxième élément éminemment révolutionnaire, l'État social. Donc je dis bien, au cours du XXe siècle, mais en fait ça commence avant, on a connu une véritable révolution dans l'organisation de nos économies. Cette révolution, c'est l'État social, avec 4 grands volets. La protection sociale, c'est un tiers du PIB. Aujourd'hui, 700 milliards, quand on est tout dedans. C'est colossal. La protection sociale, les services publics, 30% des emplois. Le droit du travail, et là je fais une toute petite parenthèse sur ce qui a été dit, je suis d'accord pour dire que la cohérence, l'idéologie de la loi El Khomri, des ordonnances de travail sont totalement haïssables, condamnables, etc. Attention maintenant à ne pas laisser entendre que tout ça emporte tout. Hein, parce que, non, je sais bien, mais la loi Fillon de 2004 que tu as évoquée, enfin finalement, il y a, si je ne m'abuse, à peine 5 entreprises qui les ont utilisées, cette loi Fillon de 2004, l'accord dérogatoire, les accords de maintien dans l'emploi, vous voyez ce que je veux dire, ça n'a quasiment pas été utilisé. Et comment dire, et Dieu sait que je me suis opposé à la loi El Khomri, aux ordonnances de travail, est-ce que les entreprises vont réellement utiliser, bon, tout ça, il y a quand même quelques petits verrous, est-ce que ça va vraiment révolutionner? Sincèrement, je pense que pas. Je pense pas parce que les entreprises n'ont même pas souvent besoin de ça. Elles ont déjà plein d'autres instruments de flexibilité à leur disposition. Bon, mais parenthèse sur les troisième pilier de l'État social et du droit du travail, et puis quatrième pilier qui est souvent oublié dans les travaux sur l'État-providence, sur l'État social, c'est tous les instruments de politique économique, c'est-à-dire politique budgétaire, politique de partage de revenus, politique industrielle, politique commerciale, donc notamment de remise en cause du libre-échange. Voilà. Et autour de ça, qu'est-ce qu'on a construit? Autour de ça, on a construit des économies mixtes, en fait. Moi, il y a un auteur que j'aime bien, parce que je le trouve très radical, qui est Marcel Gauchet, qui dit « Nous vivons dans des sociétés mixtes, dans lesquelles il y a un pôle libéral, mais il y a un pôle qui ne l'est pas, et que ne comprennent pas les libéraux, y compris sur le volet politique. Le pôle libéral, oui, c'est que pour vivre en démocratie, il faut avoir la liberté de penser, de s'exprimer, etc. Et je pense que tout le monde dans la salle est d'accord pour défendre ça. Le pôle non libéral de la démocratie, y compris sur le champ politique, c'est l'État. C'est le fait que, dans l'organisation de la société, c'est le suffrage universel qui prime, et les partisans du libéralisme politique ont été pour longtemps circonspects sur le suffrage universel, Tocqueville, Constant, pour cette raison même. Voilà, donc il y a un pôle non libéral dans nos sociétés démocratiques, et ce que je reprocherais un peu à Marcel Gauchet, mais on ne peut pas tout faire dans la vie, c'est qu'en fait, ce qu'il applique à la société en général, mais il faut l'appliquer à l'économie. Les économies dans lesquelles nous vivons ne sont pas simplement des économies capitalistes. On peut dire que nous vivons dans des économies capitalistes dans le sens où il y a la moitié, tout poil la moitié des gens qui travaillent aujourd'hui en France sont salariés d'entreprises capitalistes, qu'elles soient grandes ou petites. Mais enfin, il y en a la moitié qui travaillent ailleurs et qui contribuent au PIB. C'est quand même pas rien, qui contribuent à la richesse monétaire. 30% d'emplois publics, 10% d'indépendants, et puis 10%, même si c'est un peu gonflé, dans l'économie sociale qui a été évoquée. Et donc quand on met bout à bout ces 4 piliers de l'État social, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'ils n'ont pas simplement un volet anti-libéral, ils ont un volet anticapitaliste. Il y a des sphères entières d'activité aujourd'hui dans nos sociétés. C'est valable dans toutes les sociétés, y compris aux États-Unis. Le taux de scolarisation dans le public aux États-Unis est supérieur à ce qu'il est en France pour le primaire et le secondaire, c'est-à-dire c'est les gros effectifs. Par contre, il est légèrement inférieur pour le supérieur, même si la majorité des étudiants américains, d'ailleurs, sont malgré tout dans le public. Mais passons. La santé au Royaume-Uni, c'est complètement public. Il n'y a pas de médecine libérale comme en France. Donc voilà, ça existe. Il y a des sphères entières d'activité qui échappent au capital. Et le capital, il l'a bien compris, lui. Qu'est-ce qu'il essaie de faire depuis des années? C'est de manière, de son point de vue, mais il essaie de récupérer le magot. D'accord? L'emploi public, c'est 30% des emplois, la protection sociale, c'est trop bon, voilà. Et ça joue un rôle énorme. La moitié du revenu des ménages en France, en moyenne, la moitié, est constituée est soutenue par la dépense publique, elle est constituée soit de consommation de services publics, soit elle est constituée, c'est la majorité, de prestations sociales. Et ça contribue considérablement
à la réduction des inégalités, c'est le petit reproche qu'on peut faire aux travaux de Piketty qui sont par ailleurs très bien, hein, c'est qu'il oublie dans ses travaux, bref, il oublie l'état social. Enfin, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, les travaux de l'OCDE, y compris, nous montrent que les inégalités par rapport au partage primaire des revenus sont réduites de moitié, grâce à l'état social, de moitié. Hein, et c'est pas d'abord par la fiscalité, parce que quand on pense redistribution, on pense à la fiscalité. Mais non, la redistribution, elle se fait d'abord par la dépense publique. Consommation de services publics et prestations sociales. Hein, c'est-à-dire que 80% de la redistribution, c'est par la dépense, c'est pas par la fiscalité, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, bien sûr, faut faire les deux, bien sûr, voilà, très bien. Bon voilà, donc voilà, de mon point de vue, la boussole, c'est-à-dire que comment reconstruire la gauche? Il faut, je pense, le principal volet, c'est creuser le sillon, effectivement, républicain, hein, relier le volet socialiste, la République, comme vous avez le projet, à mon avis, c'est tout à fait bien. Et ça suppose une chose, je pense, c'est aller maintenant plus avant sur rapprocher deux pôles. Le pôle de l'économie, qu'on a trop souvent associé au privé, au marché, au capital, etc. Le pôle du politique, qu'on associe à la République. Maintenant, il faut penser une économie proprement républicaine. Hein, je pense que c'est ça un des grands défis qu'on a devant nous. Et donc, j'arrive sur la question plus précisément du travail. Hein, je pense que s'il y a bien un débat intéressant aujourd'hui, c'est pas celui sur la fin du travail, c'est celui sur l'entreprise. Hein, et de ce point de vue-là, alors, quelle est, de ce point de vue-là, la dystopie de Macron, l'idée de rendre le travail liquide, l'entreprise liquide, et tout ça, tout ça, ça n'a pas de sens, hein, parce que la réalité du travail aujourd'hui, je pense que par rapport à Macron, ce qu'il faut, c'est défendre l'entreprise. C'est à nous aujourd'hui de défendre l'entreprise comme institution collective, dans laquelle il y a des conflits, etc., mais comme institution collective où il y a un intérêt collectif de l'entreprise, par le jeu des parties prenantes, par rapport à des libéraux qui aujourd'hui écrasent l'entreprise à la logique financière. Et la finance, elle tue l'entreprise. Quand vous êtes les cadeaux fiscaux faits aux riches sur le thème, mais ça va permettre de diriger de l'épargne vers les entreprises, mais c'est totalement faux. Quand vous achetez une action, à 98% des cas, vous achetez une action sur le marché de l'occasion, et vous l'achetez à quelqu'un qui possède déjà une action qui a été mise il y a longtemps, ça rapporte strictement rien à l'entreprise, rigoureusement rien à l'entreprise. La réalité de notre tissu industriel aujourd'hui, si on met de côté le public, les banques, en France, on a 4 grandes banques qui concentrent tout. Si on met de côté le public, les entreprises publiques, la fonction publique, les entreprises, les banques, donc on s'intéresse qu'aux 13 millions de travailleurs privés qui ne travaillent pas dans tout ce que je viens de dire. Eh bien, 20% travaillent dans les entreprises de plus de 5000 salariés. 30% travaillent dans les entreprises compris entre 250 et 5000 salariés. Il n'y en a que 20% qui travaillent dans des entreprises de moins de 10 salariés. Donc l'idée que l'avenir du travail, c'est tous dans des petites boîtes, tout ça c'est du pipeau. Hein, en sachant que les entreprises comprises entre 10 et 250 sont souvent en situation de sous-traitance. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, par rapport à des grandes entreprises. Et le problème des grandes entreprises qu'on a en France, c'est quoi? C'est que les grandes entreprises du CAC 40, même si en fait, donc, quand on rentre dans le détail, il y a des différences importantes entre elles. Mais en fait, 60% du capital est dilué. Hein, il est dilué sur le marché, il est flottant, comme on dit. Il est flottant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est détenu par des fonds qui ne détiennent que généralement 0,01% du capital d'une entreprise, parce qu'ils ne veulent pas se lier les mains, ils veulent pouvoir revendre leur action, ils veulent que leur capital soit liquide, et donc ils ont des participations dans des milliers d'entreprises. Et donc ils ne connaissent pas les entreprises. La seule chose qui les intéresse, c'est quoi? C'est le rendement financier. Et donc ils imposent aux directions d'entreprise, qui passent, quand vous discutez avec des dirigeants du CAC 40, ils vous disent, mais je passe la moitié de mon temps à rencontrer des dirigeants de fonds qui ne connaissent rien à mon entreprise, mais qui veulent simplement avoir la preuve que je vais bien cracher les dividendes, les rachats d'actions. Le rachat d'actions, c'est vraiment un comble que favorise ce système. L'entreprise utilise des profits pour racheter ses propres actions, les détruire pour faire monter le cours. On voit bien que la finance joue contre l'entreprise, donc nous avons à réhabiliter le salariat. L'entreprise, on part de loin là, par rapport à une certaine histoire, si je puis me permettre. D'accord? L'entreprise, et de ce point de vue-là, je pense que ce qui est contenu dans le rapport Nota-Sénard, malgré toutes ces timidités, c'est très important. Voilà un rapport très important. Très important, qui est l'idée qu'en France, effectivement, on est un peu en retard là-dessus. Pour des histoires que vous connaissez aussi bien que moi, un patronat très rétrograde, etc., un syndicalisme plutôt marqué par l'achat d'alliances, un syndicalisme révolutionnaire, etc., etc. Bon, on est très en retard sur le fait que, oui, pour porter un projet d'économie républicaine, il faut transformer l'entreprise, et transformer l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vers un système de codétermination, à la demande, où les travailleurs sont respectés. Et ça a plein de conséquences. Ça a conséquence y compris sur la représentation sociale.
En Allemagne, aujourd'hui en France, il y a 50% des gens qui travaillent qui sont ouvriers employés. Ces gens-là sont méprisés. Je ne parle pas des professions intermédiaires. Il n'y a que 20% des gens qui travaillent qui sont cadres. Mais aujourd'hui, quand vous êtes ouvrier employé, 50%, c'est un tout petit peu moins, quand 75, ça a baissé de 5 points. Mais vous vous sentez méprisé parce que c'est complètement invisibilisé, etc. En Allemagne, parce que c'est lié à cette autre conception, y compris du travail et de la place des travailleurs dans les entreprises, quand vous êtes ouvrier, eh bien vous pouvez être fier de vous. D'accord? Quand votre enfant devient ouvrier, vous pouvez être fier de vous, etc. Et vous faites la fête, etc. Bon, donc il y a tout qui se déroule en chaîne. Donc je pense qu'il faut avoir un projet cohérent d'économie républicaine qui porte sur l'entreprise, mais pas simplement. Pas simplement. Hein. On ne peut pas. Il faut avoir un projet cohérent. Je termine là-dessus. Oui. Je termine. Le projet cohérent, c'est quoi? C'est remettre en cause. Le néolibéralisme, c'est quoi son projet? Ben, c'est de remettre en cause les 4 piliers de l'État social que j'évoquais tout à l'heure. Comme quoi, lire notre réalité en termes d'État social, ça donne à voir quelque chose, ça donne à voir la réalité de notre évolution au XXe siècle et la cohérence du néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est quoi? Ben, volonté de privatiser la protection sociale, les services publics, remise en cause du droit du travail et réorientation des politiques économiques dans un sens libéral. En fait, il n'est pas parvenu à réaliser ses fins, loin s'en faut. Mais il a réussi malgré tout à changer la donne, en particulier sur certains volets de la politique économique. La protection sociale, ça reste important, etc. Les services publics aussi. Mais sur certains volets de la politique économique, il a été très loin. C'est là qu'il a changé la donne. Autour des volets suivants, finances libéralisées, libre-échange, austérité salariale et contre-révolution fiscale. Avec en plus de ça la privatisation des entreprises publiques. Eh bien, on ne sortira pas du marasme économique, social, y compris peut-être intellectuel, quoi qu'il en est, si on ne remet pas en cause, de façon cohérente, ces volets-là. On ne peut pas avoir de projet de transformation sociale si on ne remet pas en cause la finance libéralisée, qui nous conduit de catastrophe en catastrophe. Si on ne le remet pas en cause tranquillement, enfin, mais aussi avec une certaine dose de volonté, le libre-échange, il faut revenir, bien entendu. En tout lieu, il y a besoin de concurrence. Moi, je pense que le marché, ça a du beau. La concurrence, ça a du beau. Mais il faut des règles. Il faut de l'intervention publique, et c'est valable en matière de relations économiques internationales. Donc, il faut des protections commerciales et environnementales. Enfin, c'est le b.a.-ba. Il faut remettre en cause l'austérité salariale qui plombe l'activité, en particulier en Europe. Il faut remettre en cause la contre-révolution fiscale. Je pense que c'est en prenant appui là-dessus qu'on peut essayer de reconstruire, enfin, qu'on va réussir sans doute à reconstruire, et je l'espère, quelque chose à l'avenir. On n'a envie d'interrompre aucun d'entre vous, mais on vous écouterait volontiers beaucoup plus longtemps, mais il va falloir passer dernière intervention de cette table ronde qui a déjà bien entamé son temps de parole avec Patrick Piard, qui est secrétaire général adjoint de République et Socialisme et qui est un militant, un travailleur de l'entreprise et de la sécurité sociale qui a un engagement de longue date et qui a été également syndicaliste. Et donc, il va un peu revenir, boucler la boucle en revenant au travail, son sens, les attentes qu'on peut en avoir et à la question de pourquoi le travail, même si je pense que dans ce qui a été dit, déjà beaucoup de choses ont été exprimées. Catherine. Mesdames, Messieurs, chers camarades, chers citoyens, écoutez, je vais vous faire un aveu. Je trouve que nous sommes très injustes vis-à-vis du président Macron et de son gouvernement. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. C'est que j'ai entendu récemment une déclaration du ministre du Travail, Olivier Véran, disant « L'émancipation par le travail est notre projet de société ». Alors évidemment, je vais vous rassurer quand même tout de suite, la propension du gouvernement d'employer dans le sens contraire de leur sens originel ne peut que susciter une certaine méfiance. En plus, je suis d'origine normande, méfitait, toujours, méfitait encore. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention mes collègues et je vais m'efforcer d'être un peu synthétique. Et je vais en revenir effectivement à fin du travail, victoire du capital. Fin du travail, premier point que je vais décrire, c'est que finalement, que souhaitent aujourd'hui les travailleurs producteurs contemporains, et notamment les Français, à travers le travail. Et premier point. Donc je vais développer 3 sous-parties.
La première, je pense que leur premier besoin, c'est de pouvoir tous subvenir à leurs besoins primaires, à savoir manger, se vêtir, dormir sous un toit de façon pérenne, ce qui, par parenthèse, est tout de même loin d'être le cas aujourd'hui dans le monde, et y compris même en France, quand on voit la progression de la pauvreté dans notre pays. Le deuxième point qui me semble très important, c'est aussi de pouvoir se projeter dans un avenir à moyen terme, sans crainte du lendemain, avoir un minimum de sécurité, et comme disaient mes parents, avoir les moyens de fonder une famille. Aujourd'hui, un jeune couple qui va avoir des enfants, se loger, c'est bien souvent très problématique. Enfin, le troisième point de ces besoins des travailleurs producteurs, ce qui, aux yeux de certains, pourrait constituer un luxe, c'est de pouvoir quand même, si possible, réaliser ses aspirations dans le travail. Alors, ça peut être tout bien, effectivement, arriver à trouver un métier qui vous convienne, et la réforme de passage en université peut poser un certain nombre de problèmes de ce point de vue-là. Hein. Ou bien alors, autre choix qui est pratiqué par un certain nombre de personnes, c'est d'avoir en quelque sorte un travail alimentaire, mais qui permette en parallèle de vivre un projet librement choisi, qu'il soit sportif, artistique, culturel, associatif, familial, syndical, politique, et ce, avec des conditions de travail qui soient à peu près correctes. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, non seulement ces conditions ne sont pas du tout réalisées dans le monde, sauf exception, sauf quand même de larges exceptions, mais tout de même. Et puis surtout, ce qui est proposé aujourd'hui à la jeunesse, c'est, on en a largement parlé autour de cette table, c'est les start-up, l'ubérisation, le travail temporaire, le travail à temps partiel, soit la précarité institutionnalisée. Donc que ces nouvelles approches soient forcément, ne soient pas intégrables, du moins dans l'économie moderne, mais tout autant qu'elles ne constituent pas une norme, un passage obligé en l'occurrence. Et en l'occurrence, il y a loin de la coupe aux lèvres. Alors écoutez, je vais aborder la deuxième partie, victoire du capital. Quand même, on ne va pas la laisser faire tout de même. Alors j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, comme disait l'autre. La gauche gagne des élections. Que va-t-elle faire? Alors d'abord, on en a parlé en introduction. Au préalable, cette gauche, il faut la rassembler. Ce qui suppose de concevoir une rupture avec le système gouvernemental en vigueur. On est bien d'accord. Mais je crois qu'en même temps, ça aussi, moi aussi je m'y mets, il s'agit cependant d'être suffisamment lucide pour comprendre que le caractère tardif de cette prise de conscience globale fait que on assiste à une réduction, on subit une réduction drastique de nos marges de manœuvre, et qu'il faudra batailler ferme pour les rétablir, tant en interne qu'en externe. Alors, je vais développer 4 points, 4 orientations essentielles qui me semblent prioritaires. Premièrement, je pense qu'il faut assurer la base d'un changement essentiel dans le fonctionnement du système européen. Alors, un petit mot quand même sur la monnaie. La monnaie, parmi ses nombreuses fonctions dans un pays, c'est quand même, entre plusieurs pays, c'est quand même de pouvoir assurer, que je sache, un ajustement entre des économies fondamentalement différentes, de façon à rééquilibrer les liens commerciaux, ce qui n'est plus le cas actuellement. Donc si on n'ajuste plus avec la monnaie, sur quoi ajuste-t-on? Eh bien, nous sommes en plein dedans. Nous étions un certain nombre à le dire au moment de l'installation de l'euro. Hein. Sur quoi ajuste-t-on? Sur les salaires, la protection sociale, l'emploi et les services publics. On en a déjà largement parlé. Donc il faudra bien revoir quand même cette question de la monnaie. Le deuxième point au niveau européen, effectivement, ça a été abordé à cette table, c'est le problème de l'harmonisation fiscale, en lien avec de réelles mesures communes contre les paradis fiscaux. Parce que là, on en parle beaucoup, mais c'est un peu comme l'Arlésienne tout de même. Dans un contexte, bien sûr, de guerre économique, USA, Russie, Chine, Europe, pas facile, j'en conviens, avec le poids des lobbies et leurs affidés au niveau de la Commission européenne et ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième orientation, c'est, là aussi ça a déjà été évoqué, c'est de reconquérir et refonder nos services publics et entreprises nationales. Elles ont été mises à mal progressivement depuis 40 ans. Et le faire, je crois, sur des bases réellement concertées. C'est-à-dire qu'on ne fera pas, on ne
ne prendra pas de telles mesures si on se contente de rester dans le domaine technocratique. Je crois que c'est l'occasion que jamais, et c'est ce qui manque beaucoup du point de vue démocratique, c'est d'associer effectivement les citoyens à ce travail. Troisièmement, je crois qu'il faut poursuivre l'aide aux entreprises, c'est pas la question, hein, mais adapter aux besoins réels de ces entreprises, et de savoir quelle entreprise, et orienter vers la création réelle d'emplois. On peut parler des PME par exemple, mais pas toutes, pas forcément. Et puis surtout, il s'agit d'instaurer un contrôle a posteriori de leur utilisation contractuelle réelle. Et ce, dans le cadre, et là ça a été largement évoqué, mais d'un droit du travail remis sur ses pieds. Et là-dessus, je crois qu'il y a un travail intéressant et vite à faire. Enfin, dernier point, je crois que c'est la remise à plat de notre système de protection sociale, particulièrement du rétablissement d'un mode de cotisation sociale adapté aux capacités objectives des entreprises concernées. À ce sujet, si vous êtes intéressé, vous trouverez sur la table à l'entrée un petit fascicule que nous avons élaboré à République et Socialiste sur ce sujet, et qui, je pense, peut permettre une réflexion intéressante. Alors, en conclusion, je crois qu'effectivement, il faut prendre conscience de l'ampleur de la tâche, qui nécessite à la fois de rassembler les Français de façon intelligente, concertée, et même si nous avons eu beaucoup de mérite dans la bataille antérieure, en tant que parti de gauche, le passé ne prêche pas forcément en notre faveur aux yeux des citoyens. Voir la situation du Parti socialiste, détenant la plupart des leviers de pouvoir et en arrivant à l'éclairer tous. Le PCF, qui malgré quelques succès, est à un niveau électoral plutôt bas. Et surtout, quand le taux d'abstention permet, comme disait Marché, au grand capital, de prendre le pouvoir politique. Et puis surtout, quand le matraquage médiatique sème le mensonge de la confusion. Donc je crois qu'il faut que nous prenions conscience et prendre la mesure de nos responsabilités et travailler à regrouper nos forces sur des bases claires et sur un projet cohérent. Je vous remercie.